Bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et on se retrouve aujourd'hui pour parler du projet Les Gardiens de l'Éther. Les Gardiens de l'Éther est un jeu de rôle en sociofinancement sur Game on Tabletop publié chez Odonata Éditions. Si vous ne connaissez pas Odonata Éditions, eh bien, je vous conseille déjà d'aller découvrir ce qu'ils font, mais si vous avez le temps aussi, d'aller visionner les quelques vidéos explicatives que j'ai pu faire sur une de leurs gammes, très cool, le jeu Sapa Inca, qui abordait en fait un univers uchronique méso-américain. C'était vraiment chouette, c'était vraiment très original. Et encore une fois, ici on est dans le très original avec les Gardiens de l'Éther. C'est, comme je le mentionne, c'est un socio-financement sur Game on Tabletop. Et au moment où cette vidéo en fait est disponible pour le public, il reste encore quelques heures seulement pour participer. Donc, je vous conseille de foncer. Pour cette capsule, il ne s'agit pas de présenter de A à Z le jeu, alors que ce dernier n'est pas encore disponible, mais plutôt de vous parler du kit de découverte qui, lui, est disponible gratuitement sur Internet, et de aussi brosser un portrait global de ce que peut représenter les Gardiens de l'Éther. Le projet est l'œuvre de Gabriel Pardon, qui est artiste et créateur de l'univers, et de Cyril Berger, qui a travaillé sur Poralis et Omega. C'est un écrivain, scénariste, concepteur de systèmes de jeu et coordinateur territorial. Le tout s'est fait sous la direction éditoriale de Florent Moragas, qui a entre autres travaillé sur Insectopia et le jeu Omega. D'autres jeux de chez Odonata Éditions que je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de lire, alors que plus je découvre un peu ce qu'ils font, plus ça me plaît, parce que justement ça vient taper dans quelque chose de nouveau. Les Gardiens de l'Éther vous proposent en fait un livre de base. Il y a des figurines, des socles et des plateaux de jeu, des feuilles de personnages interactives et des pions de ressources. Le tout dans une boîte de jeu. Vous allez voir, il y a comme beaucoup de contenu, beaucoup de stock, mais il y a une raison pour ça. Puis je vais l'expliquer au fil de la vidéo. Vous pouvez également disposer de l'écran du jeu, d'un livre de scénario, des affiches et d'autres avantages en tant que souscripteur à la campagne de sous-financement, bien que, bien sûr, le jeu va être disponible ensuite dans certaines boutiques spécialisées. Donc, c'est quoi les Gardiens de l'Éther? C'est assez... ça va prendre le temps un peu d'expliquer ce que représente cet univers en une simple description. C'est vraiment des mots très courts, on va dire que c'est du fantasy space opéra. Le tout se déroule dans un univers futuriste où se côtoient trois mondes. Il y a deux mondes éthériques, qui se déroulent le monde d'en haut et le monde d'en bas, et il y a un monde physique, le monde du milieu, dans lequel vous incarnez un chaman de l'espace. Oui, c'est le terme, un chaman de l'espace. Un jour, vous prenez conscience que vous avez un lien bien particulier avec ce qu'on appelle un gardien éthérique. Un gardien qui vit dans un des mondes éthériques. Vous êtes éclairé. Et ce lien vous permet d'être en communion avec votre gardien et de bénéficier de certains pouvoirs extraordinaires. Vous êtes armé de ce lien éthérique et vous pouvez éclairer l'obscurité, découvrir l'espace infini, bref, avoir une connexion vraiment supplémentaire avec l'univers qui vous entoure. Vous pouvez même influencer le cours du temps. Mais vous savez que ce lien est à la fois une bénédiction et une malédiction, car vous serez la cible d'agressions et de manipulations diverses de gens qui veulent profiter de votre pouvoir, mais aussi de d'autres entités possiblement malveillantes. Le chaman de l'espace est tantôt un humain ou un robot. Il peut être vil, vertueux, téméraire, sage et avisé. Une chose est sûre, il laissera son empreinte dans le monde des hommes, le monde du milieu, pour être garant de l'équilibre entre le monde du haut et le monde d'en bas. Être un chaman, c'est une chose fragile. Le monde du milieu est en proie à un bouleversement majeur alors que de nombreuses personnes remettent en question l'hégémonie actuelle des gardiens pour se tourner vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on pourrait nommer de la technologie. Parce que oui, la manière que j'en parle présentement, on dirait que c'est surtout une espèce d'univers un peu fantasy tribal, mais les Gardiens de l'Éther, ça se passe dans l'espace, ça se passe sur plein de planètes, ça se passe entre deux galaxies alors qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui vont se tirer dessus en faisant des pi 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 pi. C'est justement, ça mélange le fantasy et la science-fiction, alors que la technologie atteint des nouveaux sommets et devient quelque chose de plus en plus accessible, mais quelque chose qui apporte en fait aussi la destruction et également aussi l'avidité, une certaine déconnexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais comme toute chose, il y a du bien et du mal à aller chercher dans ce qu'on peut avoir sur soi. La technologie apporte du bien, mais elle est aussi un danger, en quelque sorte. L'univers des Gardiens de l'Éther se scinde justement dans ces trois mondes. Le monde d'en haut,
On va dire ça un peu comme une espèce d'imaginaire collectif. C'est une dimension horrifique qui est agitée par la violence et la barbarie. On peut, pour faire une comparaison très, comment je pourrais dire, déconnectée, une comparaison qui n'est pas du tout fidèle, on pourrait comparer ça un peu à l'équivalent de l'enfer, si on veut. Je mets des gros guillemets, là, mais vous comprenez un peu. Un monde, vraiment, où il y a des gardiens déchus, il y a des aberrations de la nature qui peuvent se battre, il y a des espèces de créatures de chair, des flashs lumineux. C'est un monde qui reste difficile à percevoir, à comprendre, et même vraiment à atteindre. Il y a bien sûr le monde du milieu, qui est composé de 3 galaxies, chacune de leurs particularités. Il y a l'immensité de l'univers, les situe à des centaines d'années-lumière les unes des autres. Néanmoins, ces 3 galaxies-là restent interdépendantes et peuvent être reliées via des flux spatiaux, le déplacement dans l'espace, etc. C'est le monde de l'humain, c'est le monde physique en quelque sorte. Et finalement, il y a le monde d'en bas, qui est d'une beauté incomparable. Ceux qui ont la chance de l'apercevoir dans une vision par l'intermédiaire d'un gardien le décrivent comme une contrée baignée d'une douce lumière dorée. Même les chamans les plus austères sentent leur cœur s'ouvrir à sa vue. C'est, encore une fois, entre grosses parenthèses, ce sera en quelque sorte le paradis. Dans le monde du milieu, le monde des humains, il y a 5 peuples, aux personnalités et aux idéaux variés, qui vont habiter. Ces 5 peuples représentent en quelque sorte les espèces que les personnages peuvent incarner. 2 d'entre eux, il y a les Géoles et les Folcaires, qui vont en quelque sorte posséder leur propre galaxie façonnée à leur image. C'est un peu les grandes têtes dirigeantes, ou du moins les grandes forces en place. Il y a 3 autres peuples. Il y a les Sunnis, qui sont une espèce de mélange entre les 2 grands peuples. Il y a les sans-armes, qui sont des chamans qui ont perdu leur connexion avec leurs gardiens. Et il y a les Yogg, qui sont des robots, des androïdes, des cyborgs qui ont une origine un peu floue, sans vraiment savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Et ces 3 peuples s'intègrent tant bien que mal auprès des dominances Géoles et Folcaires. On comprend un peu ce que sont les chamans de l'espace, les personnages joueurs, mais qu'en est-il des gardiens, ces espèces d'êtres avec lesquels les chamans vont avoir un certain lien? Eh bien, les gardiens, ce sont des entités anthropomorphiques qui vivent dans les 2 dimensions éthériques opposées, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ils sont organisés en communautés, chacun comprenant un nombre d'individus variables. Leurs personnalités sont uniques, façonnées par les expériences vécues par les chamans, entrées en contact avec eux, et tout comme les humains, ils ont des qualités et des défauts. Ils ont des énergies et des objectifs personnels qu'ils poursuivent indépendamment de leur chaman, en plus de la connexion qu'ils gardent avec eux. Il y a par exemple le gardien tortue, le gardien ibis ou même encore le gardien singe. Dans le monde du milieu, la technologie est omniprésente et déchire les passions. Grâce à la technologie, les peuples se sont rapprochés, les informations circulent à une vitesse jamais égalée et jusqu'à maintenant, et le confort de la technologie a rendu la vie plus facile, plus attrayante, plus séduisante, mais elle divise et entraîne des conflits sanglants. Le problème avec ça, c'est que la technologie, en fait, vient un peu influencer le flux éthérique, l'espèce de connexion entre les gardiens et les chamans. Je vois ça un peu, l'espèce de comparaison, vous avez peut-être trouvé ça un peu, en anglais on va dire stretché, là, la comparaison se fait peut-être un peu intensément, mais si vous avez déjà écouté le film Princesse Mononoke, des studios Ghibli, il y a cette thématique-là qui revient aussi également, je trouve, l'espèce de lien qu'on peut avoir avec la nature, avec ce qui se trouve, si on veut, dans le monde des esprits. Et ce lien-là, cette dimension-là, cette valeur qu'on attribue à cette connexion qu'on a avec le monde naturel et l'homme, eh bien, elle se désintègre, ou du moins, elle diminue en puissance, elle finit par disparaître à mesure que la technologie apparaît. Et il y a un peu cette espèce de dualité-là qu'on peut voir, parce que l'un et l'autre apportent des plus dans le commun des hommes, mais l'un et l'autre ne sont pas nécessairement si compatibles que ça. Et c'est un peu ça qui se passe aussi justement dans les Gardiens de l'Éther, c'est que la technologie modifie considérablement les flux, mais aussi le niveau d'agrégat chez les humains et les chamans. C'est en quelque sorte leur espèce de capacité. C'est vraiment, les chamans finissent par perdre un peu la connexion qu'ils ont avec leurs gardiens à mesure que cette technologie-là prend de l'ampleur. Donc en gros, c'est un peu ça, l'univers des Gardiens de l'Éther. Du moins, c'est l'univers qui nous est présenté dans le kit, le livret de découverte en quelque sorte. Un monde assez complexe, assez complet, avec plusieurs peuples, plusieurs possibilités, un univers qui se divise en plusieurs segments, des endroits qui sont éthériques, des endroits qui sont matériels.
Ça me fait penser un peu, justement, comme je l'ai mentionné, à quelques œuvres des studios Ghibli, même dans le visuel aussi. Le visuel que je vais revenir tout à l'heure, qui est incroyable. C'est vraiment super beau comme livre, du moins de ce qu'on peut voir pour l'instant. Mais également aussi, ça me fait penser à Moebius dans certaines choses, certains univers qui ont été partagés. Ça me fait également aussi penser un peu à Dune, cette espèce de concept un peu fantasy, science-fiction, où on va se battre avec des armes un peu plus classiques, presque plus féodales, et alors que l'univers se divise en plusieurs groupes qui vont s'opposer, qui vont potentiellement s'allier ou se trahir. Fait qu'il y a vraiment des petits liens, des petites connexions qui me rappellent certaines œuvres qui font en soi l'univers des Gardiens de l'Éther, quelque chose d'assez rafraîchissant dans le monde du jeu de rôle, je trouve, d'assez nouveau, d'assez assez même récent. C'est très moderne, je trouve, dans cette espèce d'approche-là de vouloir toucher la technologie moderne avec le concept des esprits et un peu l'espèce de difficulté de connexion entre les deux. Bref, c'est très intéressant. Et vous savez, si vous suivez un peu la chaîne, vous le savez déjà que moi, les univers qui sont très complexes, ça me parle pas tant. C'est pas quelque chose qui me charme, mais du moins pour l'instant, du moins de ce que j'ai découvert avec le livret d'initiation, le livret découverte, ça ne m'a pas rebuté pour autant. Oui, il y a un peu de lecture, compréhension, puis en même temps, c'est pas une mauvaise chose. Mais je me suis pas senti débordé sous des termes et des noms et tout ça. Ça se fait quand même bien parce que justement les références sont assez faciles à faire entre ce qu'on peut retrouver dans notre monde à nous par rapport à le monde de fiction. T'sais, on comprend, on voit les liens qui se font entre justement des œuvres culturelles qui nous inspirent. Et pour ça, j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, côté univers, les Gardiens de l'Éther s'assimilaient quand même assez bien. Côté règles de jeu, ce que constitue un personnage, un chaman. Eh bien, les chamans possèdent des agrégats. Les agrégats vont, c'est un peu le terme utilisé dans le jeu pour signifier leurs caractéristiques, mais aussi également leur vitalité, l'évolution de leur capacité. Plus un agrégat est élevé, plus le dé du joueur est fort et plus il pourra diminuer un niveau de difficulté. Mais il y a également aussi l'art martial. L'art martial, c'est une discipline de prédilection qui rassemble toutes les techniques de combat qu'un chaman possède pour se défendre et neutraliser ses adversaires. C'est un peu ça qui est vraiment très spécial, très particulier avec les Gardiens de l'Éther. La situation de combat, vraiment un combat entre plusieurs adversaires et les joueurs et les personnages, ça mélange un petit côté jeu de plateau et jeu de rôle pour la satisfaction des joueurs les plus dramaturges. Il y a une fiche ainsi qui représente les capacités martiales d'un peuple, et vous avez différentes informations personnelles et essentielles pour la clarté et la fluidité pendant la phase d'action, parce que lorsqu'il y a un combat qui se passe, là, vous avez comme quelque chose devant vous, c'est un petit plateau sur lequel vous devez placer des ressources pour pouvoir signifier le type d'action que vous souhaitez entreprendre. Et l'art martial se décompose justement en 3 attributs. L'attaque au corps à corps, ce qui permet au chaman de dominer son adversaire, le maniement des armes telles que les dagues et tout ça, il y a les attaques à distance, et aussi la défense, c'est bien ça, oui, la défense. C'est cet attribut qui confère au chaman la capacité d'esquiver par une attaque ou de se défendre contre tout type d'armes. Mais avant d'aller plus loin dans le combat, revenons un peu aux agrégats. Les agrégats représentent vraiment les attributs des personnages. Vous voyez, faire une comparaison comme les caractéristiques classiques. Mais dans ce contexte-ci, dans ce jeu-ci, ils vont se nommer des agrégats. Il y en a 4. Il y a les agrégats physiques qui vont représenter la force physique, la dextérité, la beauté du corps. C'est vraiment comme quelqu'un qui peut jouer des atouts physiques. Là. Sprinter ou être endurant sur de longues distances, c'est soulever ou déplacer une charge importante, bref, en quelque sorte un peu la force ou même un peu aussi la dextérité. Il y a les agrégats sensoriels qui vont représenter les 5 sens. Regarder au loin ou détecter un danger, identifier un son et le localiser, reconnaître n'importe quel matériau en le touchant. Il y a les agrégats mentaux qui vont vraiment représenter le raisonnement d'un chaman, c'est-à-dire comprendre la technologie, se remémorer un événement précis. Et il y a les agrégats sensitifs qui traduisent des ressentis et des flux entre le chaman et son environnement et des individus proches. Ça détermine aussi le niveau de charisme et de sociabilité. Donc, c'est une espèce de mélange entre, je vais dire, la sagesse et le charisme. Activer son 6e sens, se connecter avec l'environnement présent autour, être éloquent, donc un peu plus charisme, manipuler un tiers, etc. De manière générale, le système des Gardiens de l'Éther est assez simple. En soi, ça va utiliser une série de dés
comme on appelle la chaîne de dés classique, donc D4, D6, D8, D10 et D12. Pas de D20 pour cette fois-ci, on s'entend. Et l'objectif, en fait, c'est que lorsqu'un personnage souhaite accomplir quelque chose, il y a ces agrégats qui vont rentrer en jeu, et ces agrégats vont être représentés par un niveau sur la chaîne de dés. Donc peut-être que, par exemple, pour ce moment-ci, l'agrégat physique, les attributs physiques du personnage vont être au niveau D8 en quelque sorte. Mais ça peut changer en cours de route. Et lorsqu'un personnage souhaite accomplir, par exemple, justement, une capacité physique, une prouesse physique qui pourrait se résolver par l'échec, il va lancer le dé approprié de son agrégat actuel, donc peut-être D8, et également aussi un dé de difficulté, défini par le meneur de jeu. Le dé de difficulté peut aussi être échelonné sur la chaîne de dés, et plus, en fait, le niveau de difficulté est difficile, plus le dé va être élevé. Donc, un niveau de difficulté facile, très facile, en fait, va être D4, alors qu'un niveau de difficulté épique, le truc le plus rushant, le plus impossible à réussir, va être D12. Et en soi, c'est assez simple. Le personnage lance les 2 dés. Si le dé du joueur est supérieur ou égal au dé de difficulté, c'est une réussite. Si le dé du joueur est inférieur au dé de difficulté, c'est un échec. C'est un peu ça. Il y a plein de petites subtilités qui permettent un peu d'influencer le niveau d'agrégat du personnage. Ça peut être une faiblesse des capacités, ça peut être un petit point positif de l'équipement, etc. Il y a d'autres stocks qui viennent influencer. Mais c'est vraiment au combat que je veux en venir et c'est ça qui m'a vraiment le plus désarçonné dans mes habitudes rôlistes. Mais c'est pas nécessairement négatif. C'est juste que c'est vraiment la chose que je ne suis pas... C'est quelque chose dont je ne suis pas du tout habitué à jouer, alors que je suis quelqu'un d'assez puriste, assez minimaliste dans l'équipement que je vais avoir, tout ce que je vais posséder. C'est une fiche de combat. En soi, ça pourrait se faire aussi sans... En quelque sorte, ça pourrait se faire juste sur papier, mais il y a la possibilité, lors du financement, justement, d'avoir accès à ces petites fiches que vous allez posséder, que vous allez mettre devant vous et sur lesquelles vous allez pouvoir installer certaines ressources pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez entreprendre. En gros, il y a des actions. Lorsqu'un combat se déroule, il y a des actions que vous pouvez accomplir et tout un peu se déroule un peu tout en même temps et vous devez prévoir ce que vous souhaitez faire avant vraiment le déroulement d'un tour en quelque sorte. Il y a plusieurs petits termes qui sont spécifiques à l'univers, mais je ne veux pas trop vous confondre, je ne veux pas trop mêler le tout, donc je préfère me limiter à une terminologie un peu plus simple dans l'exemple concret là, ici. Vous avez justement la petite fiche de combat devant vous. Vous avez différentes zones sur lesquelles vous pouvez disposer des ressources pour pouvoir définir l'action que vous souhaitez entreprendre. L'action, ça peut être par exemple une attaque physique, ça peut être une attaque à distance, ça peut être une réaction, ça peut être une capacité spécifique à le peuple que vous représentez, ça peut être quelque chose en lien plus avec les esprits, une connexion que vous souhaitez faire à ce moment-là. Et bref, il y a plein de petites choses comme ça. Et lorsque vous avez décidé un peu ce que vous souhaitez faire en groupe, il y a le déroulement des actions qui va du numéro 1 jusqu'au numéro 7. Pour les gens qui m'écoutent en audio, ça ne vous dit absolument rien, mais tout simplement pour spécifier que chaque action de combat est numérotée. Et en fait, l'initiative se déroule dans ce sens-ci, du numéro 1 au numéro 7. Donc, si vous souhaitez accomplir le plus d'actions possible en début, si on veut, de tour, eh bien, vous deviez placer le plus possible des ressources dans certains niveaux d'action plus au début de la chaîne d'initiative. Il y a les actions communes, comme je le mentionne, les actions qui sont propres au peuple, il y a les actions de réaction qui peut être par exemple une action défensive, une action de dernière chance, une action salvatrice, lorsque le chaman inverse son rang d'attaque au corps à corps avec son rang d'attaque à distance pour essayer de changer le cours des choses. Il y a des actions aussi qui sont spécifiques, des réactions plutôt qui sont spécifiques au peuple. Il y a vraiment plusieurs petites choses qui viennent influencer, si on veut, le combat, avec un plateau également de combat, parce que le jeu se joue avec certaines zones dans lesquelles les personnages peuvent se déplacer pour aller attaquer, faire leurs attaques, ou du moins peut-être même faire une action précise, se soigner, ou même soigner un allié. Et il en va de même pour le maître de jeu. Le gardien a, lui aussi, une tactique avec des adversaires où il va pouvoir définir le type d'action qu'il peut entreprendre selon également une table qui lui est appropriée. Et ça, c'est vraiment, vraiment spécial. C'est pas négatif, loin de là. Je trouve ça très cool. Je trouve ça très original. Mon excursion
dans le monde du jeu de société date il y a assez longtemps. Lorsque je suis tombé dans le jeu de rôle, je suis vraiment moins intéressé aux jeux de société. Et parfois, ça me manque de juste comme jouer sur une petite table, jouer sur une gestion de ressources. Et justement, les jeux de société que j'aimais le plus, c'était les jeux de gestion de ressources. J'aimais ça pouvoir, en quelque sorte, avant justement le déroulement de quelque chose, devoir placer des pions à des endroits précis, des points de ressources et me dire, c'est ça que je fais pour ce tour-ci, on va voir comment ça se déroule. Et il y a ce petit quelque chose-là dans les Gardiens de l'Éther. Et j'haïs pas ça. Je suis habituellement un peu plus froid justement sur ce genre d'initiative-là, où ça va demander l'utilisation de certains outils qu'en temps normal, on ne verrait pas dans un jeu de rôle. Mais les Gardiens de l'Éther, on s'entend que ça, par exemple, l'espèce de fiche de combat, en quelque sorte, ben justement, vous pouvez simplement l'imprimer sur une feuille et l'avoir devant vous. Donc, à mon sens, c'est pas un bloquant. C'est pas comme une nécessité. C'est pas comme je cherche un jeu en anglais que je cherche le nom qui demande vraiment l'utilisation d'objets que tu peux pas avoir si tu n'as pas le jeu. Et ça me bloque beaucoup plus. Alors que dans les Gardiens de l'Éther, ça demeure que vous n'avez pas le kit nécessairement, vous n'avez pas les petits outils, tout le petit, on dirait, les petites fiches, tout ça physiquement, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez tout de même réussir à faire imprimer le tout, à utiliser les ressources que vous avez sur vous pour pouvoir émuler le même effet, émuler on va dire votre fiche de combat de la façon que vous le souhaitez, tant que vous respectez, bien sûr, les règles. Et le livret de découverte, en fait, il explique tout ça. Il explique, comme je l'ai mentionné justement, le combat, l'univers, va expliquer les liens entre les chamans et les gardiens, va expliquer un peu l'espèce de politique en place entre les différents peuples. Il y a également aussi des exemples de jeux pour pouvoir justement mieux expliquer, mieux que moi en fait, comment se déroule un combat. Il y a différents personnages prétirés qui sont expliqués et il y a justement une petite aventure d'introduction qui se nomme le gardien de la douleur, qui se divise en 3 actes. Que vous pouvez compléter assez facilement avec les différents personnages justement qui sont proposés et ça vous permet d'avoir une introduction au monde des Gardiens de l'Éther. En gros, c'est ce que vous propose le livret découverte. En mon sens, maintenant, c'est mon avis personnel. Je peux pas dire mon avis pour le jeu au complet parce que je ne l'ai pas lu. Je peux dire mon avis sur le livret découverte parce que je l'ai lu et j'ai quand même beaucoup aimé ça. Comme un peu de la même façon que Sapin K, les auteurs derrière, avec Odonatan Édition, ont vraiment pris... Ils prennent à l'envers les thématiques les plus inattendues. Ils vont vraiment faire des efforts pour aller plonger dans des thèmes, des sujets qui vont être très originaux et qui vont s'éloigner du classique médiéval fantastique. Autant on peut l'apprécier ou pas, ils vont vraiment aller ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même des liens, je trouve, entre les Gardiens de l'Éther et Sapin K en termes de personnage qui a un lien avec une entité immatérielle qui est représentée par un animal, par exemple, et qui octroie des pouvoirs spéciaux, parce que ça aussi dans Sapin K, c'est ça aussi que vous incarnez un peu. Mais là, on est vraiment plus dans, justement, science fantasy. La cohabitation entre la science et la technologie, entre la science plutôt et la magie, le lien justement avec les esprits, l'exploration d'univers éthérés, la tension politique entre des puissances qui sont assez en opposé, mais aussi également la survie de ceux qui ne peuvent pas vraiment s'imposer au travers de ces puissances-là. Donc il y a vraiment des thèmes quand même qui se regroupent entre les deux jeux, je trouve, mais pas Sapin K, mais plutôt les Gardiens de l'Éther réussissent à tirer son épingle du jeu en offrant quelque chose qu'on ne voit pas souvent en jeu de rôle. Ni en francophonie, ni dans le monde anglais, dans le sens que même moi qui baigne beaucoup dans le monde anglophone, j'ai pas du tout vu de ce genre de jeu-là, du moins de ce style de jeu-là, apparaître souvent. Et je suis persuadé que même qu'il y a des personnes qui seraient très friands à essayer ce jeu-là, on va dire dans une version anglaise si elle existerait un jour. Mais dans la version française, moi pour ma part, je vous dis, allez jeter un coup d'œil. Allez voir ce que ça propose. Vous n'avez pas besoin de pledger, vous n'avez pas besoin de participer au financement comme all-in, mais il y a des contreparties qui sont moins chères, qui sont plus intéressantes et qui peuvent vous permettre d'explorer, d'exploiter l'univers des Gardiens de l'Éther à votre sauce. Pour ma part, ça me donne le goût parce que il y a des ouvertures à un monde
qui ne sont pas trop complexes, qui s'apprennent quand même facilement et qui vous permettent un peu de faire ce que vous voulez avec ça. Si vous êtes le gardien, vous êtes en fait les gardiens de l'éther. Vous faites ce que vous souhaitez avec cet univers-là qui est à votre portée. Si vous voulez le changer, modifier, si vous voulez changer des éléments à l'intérieur, vous avez le droit. Et il y a, oui, une prémisse, il y a une mise en contexte, mais pour ma part, elle n'est pas étouffante. Elle est très originale. En fait, je pense que c'est un des points les plus forts, c'est que vous n'avez pas l'impression, même si j'ai fait souvent référence à d'autres gammes ou à d'autres jeux en parlant de ce livret de découverte-là, en parlant du jeu, on n'a pas l'impression que tu joues à un spin-off de genre Dune, justement. Tu n'as pas l'impression de dire « Ah, je pourrais jouer à Dune, mais à la place, je vais jouer au gardien de l'éther ou vice-versa. » Non, vous les gardiens de l'éther, ça demeure que c'est son expérience unique, c'est son expérience à lui. Et ça transparaît dans ses règles originales, ça transparaît dans la mise en contexte, mais ça transparaît aussi dans le visuel. Et ça, c'est un point que je voulais au moins terminer là-dessus. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment un fichu de beau jeu. Des illustrations écœurantes qui viennent, en fait, mettre l'emphase sur les thèmes du jeu en démontrant des personnages qui ont l'air de venir d'un mélange de cultures diverses avec justement une espèce de belle cohésion entre la technologie, mais également aussi un petit côté un peu plus chamanique, tribal. Et en mon sens, c'est un autre point très fort, c'est l'attribut visuel que le jeu apporte. Alors qu'en mon sens, il y a aussi beaucoup de jeux que j'apprécie qui sont très très minimalistes dans leur approche. Les Gardiens de l'Éther, c'est en couleur. J'ai l'impression de lire une BD, mais au final, c'est un jeu de rôle. Et c'est un plus dans le jeu. Fait que je vous remets en faire mention pour ma part si je trouvais que c'est vraiment de toute beauté. Donc en conclusion, comme je l'ai mentionné, il reste très peu de temps au moment où cette vidéo sort publiquement. La journée où cette vidéo est sortie publiquement, sort publiquement, il reste très peu de temps au financement des Gardiens de l'Éther. J'aurais aimé ça en parler plus tôt, mais pour vrai, on était complètement débordés. J'aurais aimé ça en pousser un peu plus avec le temps, mais je voulais vraiment que cette vidéo-là sorte avant la fin du financement. Il vous reste seulement quelques heures, même je pense une journée complète pour participer au financement. C'est-à-dire, il se termine officiellement, et je la date devant moi, le 19 novembre à 17h55, heure je pense, de France. Là, c'est pas l'heure québécoise, il me semble. Et je vous conseille ici d'aller jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui peut vous intéresser, parce que vous avez aussi l'option d'avoir le tout en numérique. Les Gardiens de l'Éther, le livre de base, l'écran de jeu, les livres de scénario en numérique pour 32 € en mon sens. C'est très, très, très respectable, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un peu plus avec des versions physiques, que ce soit la boîte de base, que ce soit la boîte de base plus l'écran, les livres scénario, ou même aussi l'option boutique pour les boutiques qui peuvent être intéressées. Donc, Les Gardiens de l'Éther, un projet chez Odonata Édition. Allez voir ça. Si ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter. Laissez un petit pouce vers le haut et bien entendu, tous les liens menant à la campagne de socio-financement sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans le monde d'en bas.